Alors, merci de rester confiant en votre magazine émission en même temps socio-politique au centre. Voilà, nous avons commencé cette émission avec un léger retard suite à certaines réalités. Toutes nos excuses. Nécessairement, les décors, c'était prévu que ce soit 3 invités au plateau, mais suite à certains empêchements. Il y a M. Dadi du PPRD qui s'est excusé vu certaines réalités. Mais avec le temps, il a au moins donné espoir d'être là. Bien. Ils ont répondu présent. Ils sont les membres de l'UDPS. Nous allons réfléchir avec eux sur la guerre à l'est du pays ou de la République démocratique du Congo. Après la rencontre tripartite entre Kagame, le président du Rwanda, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la médiation de Lorenzo, le président de l'Angola, il s'est fait que juste après la rencontre tripartite, la situation devient maintenant questionnante. Et là, on ne sait pas qui déjoue l'autre. Voilà. Pour en parler, ils ont répondu présent. Nous avons M. Gustave Lutunda, il est de l'UDPS. Nécessairement, vous voyez les décors, ils sont tous de l'UDPS. M. Gustave, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, je sais que vous êtes un peu convalescent, mais au moins vous avez répondu présent. Oui, nous avons répondu parce que c'est dans nos habitudes, lorsqu'il y a une invitation, de participer à une émission, au débat, ou soit, je dirais, une émission à sens unique. Donc, nous nous attendons à y répondre parce que la population a besoin de nous et que la population a besoin de certaines réalités et vérités. Alors, merci beaucoup. Il est là, il a aussi répondu présent, c'est Dr Clément, il est aussi de l'UDPS. Donc, les plateaux est rempli des membres de l'UDPS. Merci d'avoir répondu présent, docteur. Merci beaucoup, monsieur Jean. Après multiples stratégies. Hein? Oui, nous nous efforçons à être là. Pour quand même donner quelque chose à la population congolaise. Alors, donner quelque chose à la population congolaise, directement nous entrons dans le débat. Vous avez suivi la réaction de Kagame sur France 24. Juste après la réunion, la rencontre tripartite, il a fallu nécessairement qu'on trouve, après la feuille de route, qu'on trouve un compromis. Donc, la population congolaise patientait un compromis. Mais il s'est fait que juste là, il n'y a que des couacs. La RDC accuse les Rwandais d'être derrière le M23. En même temps, sous la toile, Kagame pose la question de FDLR. On ne sait pas qui déjoue l'autre. Alors, Monsieur Gustave, je commence avec vous. La rencontre tripartite nous donne quel résultat jusque-là? On va partir des accords en accord ou il faut jouer à quelque chose? Bon, moi, je pense que les résultats qui nous est donné par cette rencontre tripartite qui a eu lieu en Angola, jusque-là, ça reste douteux et ça ne rassure pas. D'ailleurs, c'est renfermé d'une grande portion de l'hypocrisie. L'hypocrisie de la part de celui qui agresse la République démocratique du Congo et d'ailleurs qui a foulé le sol congolais depuis 1997. Avec toujours la même chanson, avec le même langage, le même mot, nous faisons la chasse aux FDLR. On se pose la question aujourd'hui. La République démocratique du Congo, à l'époque de Mobutu, après être chassé, renversé par le régime de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, nous savons qu'il y a eu plusieurs militaires de phase. À cette époque-là, c'était FAS, Forces armées zaïroises, qui se sont répandus presque partout, hein, en Angola, au Congo-Brazzaville, il y a d'autres peut-être qui seraient en Zambie, mais en aucune fois la République démocratique du Congo se permit d'attaquer ces pays-là sous prétexte qu'elle pourchassait plutôt les anciens militaires des forces armées zaïroises. Mais pourquoi seulement le Rwanda, qui jusqu'à ce jour tient le même langage, tient la même parole en répétition, en disant qu'il faisait tout plutôt, le Rwanda faisait tout pour anéantir les FDLR qui vivent jusque-là en République démocratique du Congo. Au moment où nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas qu'il y a la présence massive de ces FDLR. Laissez-moi vous dire, j'ai été au Congo-Brazzaville, j'ai vu les Rwandais Hutus qui vivent
je vous dirais, dans une harmonie parfaite. Ils sont dans le calme, dans la tranquillité, ils font leurs affaires, leur commerce. Je sais qu'il y a aussi d'autres Rwandais qui seraient plutôt du côté du Rwanda et du côté de l'Angola. Mais pourquoi tous ces Rwandais-là, dans ces pays-là que j'ai cités, ne sont pas inquiétés? Et pourquoi ces pays-là, si c'était la logique de Paul Kagame, de pourchasser les FDLR, qui seraient peut-être éparpillés dans le pays limitrophe, mais pourquoi ne pas attaquer aussi l'Ouganda? Pourquoi ne pas aussi attaquer Burundi? Pourquoi ne pas attaquer Congo-Brazzaville? Mais il attaque toujours la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, il est question de piller les richesses de la République démocratique du Congo parce que le Rwanda est un pays non seulement minime, mais un pays que Dieu avait refusé de donner les richesses. Oui, M. Gustave, là, au moins ce que vous dites, c'est par rapport à votre analyse. Mais vous savez bien, est-ce qu'on restera maintenant à ce niveau ici à se plaindre ou à dire ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la richesse de la République démocratique du Congo qui sont pillées, on pille la richesse démocratique du Congo. Les richesses, si je me reste, il y a des cobaltes, diamants, ainsi de suite. Mais quelle est la méthode à mettre en place maintenant? Parce que pour Kagame, si vous posez la question du M23, parlons aussi des FDLR. Et là, qu'est-ce qu'il insinue? On peut se poser la question de dire que la RDC derrière non, FDLR. Écoutez. Parce que pour Kagame, FDLR, non, laissez-moi vous dire, oui. Le FDLR ont été attaqués. Nous savons que les Rwandais ont été massacrés ici à l'entrée de l'FDL, conduit par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et c'est par là que les Rwandais ont eu le courage d'infiltrer notre armée. Ils sont là jusqu'à ce jour. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des capitaines. Si c'était ça le vrai problème, mais tous ces officiers-là qui ont passé près de 17 ans dans notre armée, ils auraient déjà mis fin, parce qu'il y a d'autres qui détiennent les services de renseignement, appuyés par Joseph Kabila, les régimes sortants. Vous comprenez? Ils auraient déjà mis fin. Si c'était le vrai problème de FDLR, ils auraient déjà mis fin avec, je dirais, Sévan, avec cette affaire. Mais tellement qu'il y a un autre problème. Le vrai problème, c'est le pillage des richesses congolaises, parce que le Rwanda n'est vu que de la RDC. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le Rwanda avait installé une usine de raffinerie de l'or. Est-ce que le Rwanda a de l'or? Est-ce que le Rwanda a des cobaltes? Parce qu'il est parmi les premiers pays producteurs de cobalt en Afrique centrale. D'où proviennent ces matières premières? De la République démocratique du Congo. Et le Rwanda n'est pas seul. Nous savons qu'il est assisté par d'autres multinationaux, par des grands voleurs, par des grands escrocs de la planète. Et moi, j'aimerais vous dire, parce que vous avez dit que nous allons toujours commencer à pleurnicher, il n'y aura pas une méthode pour mettre fin, je dirais, à cette hémorragie. Moi, j'aimerais vous dire, le chef de l'État avait déjà répondu. Soit la paix totale, soit la guerre totale. Quand on parle de la paix, c'est la voie de la diplomatie. Et quand on veut la guerre totale, on dit, c'est lui qui veut la paix. Je reviens à vous. Alors, la parole est donnée à Dr Clément. Docteur, la diplomatie reste la méthode la plus efficace pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a espéré, après la rencontre de Nairobi, rencontrer encore son homologue Kagame en Angola. Mais il se peut que juste après la rencontre tripartite qui a fait la toile, la situation a rebondi autrement. Vous pensez que l'UDPS peut proposer un autre mécanisme à mettre en place pour le président de la République? Ou soit il faut continuer avec la diplomatie? Vous savez, merci pour la question. Oui. Il faut savoir que même la Bible dit, quand votre ami ou soit votre frère fait une faute, il faut le conseiller personnellement, vous causez avec lui. S'il persiste, vous appelez une autre personne. S'il continue à persister dans les mal, vous pouvez associer la troisième personne. Je pense pas. Là, c'est de la Bible. Oui, ça, c'est en matière d'État. La Bible, c'est pas un livre à jouer avec. C'est ça même la diplomatie. C'est ce que le président Félix... C'est les voies que le président Félix a utilisées. Premièrement, quand cette histoire de M23 avait rebondi, le président était d'abord
au Congo-Brazzaville. Il en avait parlé avec son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Et puis ils étaient au Kenya. Vous tous, vous avez vu. Troisième chose, ils étaient en Angola avec Lorenzo. C'est pour dire à Kagame que nous vous conseillons, nous utilisons les voies diplomatiques pour que vous puissiez comprendre l'avantage de la paix entre nos deux pays, ou soit entre les voisins que nous sommes. Mais si Kagame persiste dans ces mal-là d'attaquer toujours... Mais il n'a jamais reconnu. Kagame n'a jamais reconnu son implication derrière les M23. Voyez, un assassin... Et les FDLR, c'est ça sa question. Les FDLR, vous n'en parlez pas. C'est ça. Les FDLR, il faut savoir que les FDLR sont des réfugiés rwandais au Congo. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Il lutte maintenant pour faire tomber Kagame. C'est ça. Non, non. C'est pas... On lui avait dit en Angola, il faut accepter que tous les réfugiés puissent rentrer chez vous. Il faut qu'il accepte que les FDLR rentrent. S'ils vont aller leur juger là-bas, c'est leur problème. Nous connaissons que ce sont des réfugiés. Qu'il accepte que ces FDLR rentrent chez lui. S'ils ont des tribunaux là-bas, ils vont les juger. Ce n'est pas le problème de la RDC. Nous sommes... La RDC n'a jamais été... Ça, on appelle ça les faux fuyants. Alors, s'il ne reconnaissait pas qu'il n'est pas derrière les M23, pourquoi il avait signé le cessez-le-feu? Mais si le fait, c'est dans un contexte où il y a eu trop de conflits, peut-être des incompréhensions. On ne peut pas signer le cessez-le-feu tant qu'on ne connaît pas qu'on est derrière quelque chose. Donc, ce qu'il parle à la radio, ou soit par des interviews des journalistes, ce sont des faux fuyants ou soit la honte. Mais il avait signé. Le président installe l'état de siège à l'est du pays, pourvu que la situation prenne une autre donne, la situation sécuritaire prenne une autre donne. Mais il se peut que jusque là où l'état de siège, soit ça commence à peser, soit c'est la population de ces coins qui réclame de lever l'état de siège. En même temps, le gouvernement dit on ne peut lever l'état de siège que si la situation change. On va maintenant se limiter à quel niveau? En même temps, vous dites qu'il faut employer la diplomatie, mais en même temps, il y a des milliers de morts. Les temps de siège, on ne peut pas lever ça comme ça. Les temps de siège jouent un très grand rôle dans cette région-là. Lequel? C'est ça qu'il faut retenir. La sécurité, est-ce que tu sais, malgré quelques tueries qui apparaissent par-ci, par-là, mais quand même, les gens vivent tranquillement maintenant. Là, c'est vous qui le dites. Hein? Oui, c'est vous qui le dites. Nous sommes en direct de cette émission. Dernièrement, tu n'avais pas vu des manifestations à l'est du pays? C'est ça qui montre que les gens sont tranquilles, malgré il y a encore quelques poches des rebelles qui se vivent. Et il faut aussi savoir qu'à l'est, il y a aussi des Congolais qui sont en connivence avec ces rebelles-là pour voler les minéraux et ils se partagent les butins. Alors il faut que les gens aient d'abord l'amour de ces pays pour dénoncer tous les mal. On vous avait dit que c'est une guerre asymétrique. Les ennemis vivent avec nous. Alors si nous ne dénonçons pas, nous allons subir. Maintenant, à qui la responsabilité? C'est les problèmes. Je reviens à vous, je reviens à vous, monsieur Gustave. Il y a une feuille de route juste au sortir de cette rencontre tripartite. Il y a une feuille de route. Notamment, il y aura déjà une commission mixte. Je pense qu'ils pourront se réunir, si tout va bien, demain les 12 ou les 13. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette commission mixte? Si déjà on arrive à mettre le président de la République quelque part et une commission, le président commencera maintenant à attendre tout de la commission. Et qu'est-ce qui se fera à ce moment-là avec la feuille de route? Vous savez, le rôle de la commission, c'est pour, je dirais, créer un climat de transparence, oui, de la neutralité. Oui. Pour que les gens ne disent pas qu'il y avait seulement les Congolais, il n'y avait pas des Rwandais, il n'y avait pas, je dirais, même le parti interposé. Parce qu'il y a eu quand même, je dirais, d'autres pays qui se sont associés dans cette affaire pour chercher la paix en République démocratique du Congo. La paix en République démocratique du Congo ne voit pas seulement les Congolais, mais ça affecte aussi tout le pays limitrophe parce que nous sommes au centre et surtout que nous sommes un gigantesque pays. Et moi, je pense que le chef de l'État, oui, c'est vrai, devra aussi faire confiance aux rapports qui lui seront donnés par la commission parce que ce sont eux qui ont accepté qu'il y ait la mise en place de cette commission. Mais j'aimerais faire un petit pas en arrière. Vous savez,
la diplomatie n'est pas un signe de faiblesse. D'ailleurs, c'est un signe par l'excellence en relations internationales qui renforce, je dirais, qui donne place à des solutions fortes, durables et qui nous amènent à un terrain d'arrangement à l'amiable. Si ces chemins ne payent pas, on peut recourir à la guerre. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a guerre, Là, vraiment, oui, parlez, continuez. À chaque fois qu'il y a la guerre, oui, ne pensez pas que, même si nous sommes forts, nous allons le vaincre d'abord parce que nous sommes un grand pays, nous sommes 12e, sous les sanctions de l'ONU. Bien qu'il y a sanctions de l'ONU, mais jusqu'à ce jour, notre armée demeure la 10e meilleure armée d'Afrique. En train de vider les stocks de munitions, les armes, en train de vider les stocks, pas de problème. Nous avons aussi des partenaires. Je ne m'aimerais pas entrer, je dirais, je ne voudrais pas plutôt divulguer certains secrets parce que notre approche avec certains pays, il y a d'autres, non, je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas de la Russie, non, je ne parle pas de la Russie, je parle de pays qui nous viennent en aide, le pays limitrophe. Un exemple, aujourd'hui, nous avons l'armée tanzanienne qui nous vient en appui. Vous pensez que l'armée tanzanienne viendra seulement comme ça, main bréduit? Non. Elle se fera accompagner aussi de ses armes et par après qui seront soit payés ou soit récompensés selon les modèles du contrat, du partenariat plutôt qui sera signé. Donc j'aimerais vous dire aujourd'hui, au-delà de cet embargo qui dure, il y a cela une décennie, la RDC, qui ne crée pas un désespoir. Ça ne crée pas un désespoir jusque-là. Pas question de désespoir parce que nos militaires sont très bien formés, ils sont doués, ils sont animés de la bonne volonté, surtout ils sont motivés à libérer le pays et à chasser jusqu'au dernier retranchement le rebelle, le terroriste 1-23, soutenu par le Rwanda. Moi je crois que si l'option diplomatique ne marchait pas, on pourrait, le chef de l'État n'avait pas mâché les mots en disant que si le Rwanda continue avec ses aventures, il doit savoir que la République démocratique du Congo n'est pas faible. C'est un langage fort. Mais si nous voulons aujourd'hui privilégier l'option diplomatique, c'est ce que moi je me disais. Même s'il arrivait qu'un jour je sois président de la République, au regard du Rwanda, la population rwandaise n'a pas de problème avec la population congolaise. Il n'y a pas un problème. Ce sont les autorités politiques et militaires rwandaises qui ont des problèmes avec la République démocratique du Congo, à la fois avec ses autorités ainsi que sa population, parce que jusqu'à ce jour, ils nous ont tués au-delà de 10 millions de Congolais. Mais combien de Rwandais qui sont tués par les Congolais? Soyons logiques. Est-ce que les conflits, c'est la question que je pose maintenant à la communauté internationale, si cette fameuse communauté est logique, est humaine, qu'est-ce que les Congolais auraient à avoir dans les conflits Tutsi et Hutu? Je reviens à vous. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui se passe au Rwanda est une genèse du conflit entre les Hutus et les Tutsis. Non, et à ce point-là, laissez-moi, à ce stade-là, le président Paul Kagame, s'il était un vrai président, il devrait commencer par être patriote. Il est devenu puissant pour l'instant. Mon frère, s'il vous plaît, il est devenu puissant en quoi? Puissant dans le piège. Il est renommé. Voilà. Puissant dans le piège. Il faut supplier. Il faut tant de rencontres. Écoutez, on ne l'a pas supplié. Vous avez entendu des jérémiades provenant, je dirais, de Kigali, récemment ici. Quand Paul Kagame disait qu'il y a eu des bombes congolaises qui sont tombées au sol rwandais, faisant même des morts. Vous comprenez un peu? Je ne m'irai pas m'éterniser là-dessus. Si cela était vrai, je dirais que ce serait une réponse de nos militaires. Ce serait une réponse de notre armée pour dire que si vous voulez la guerre, nous sommes prêts à nous sacrifier
pour rétablir la paix à l'Est. Je ne pense pas que vous puissiez faire une contradiction avec ce que le président pense, parce que même je reviens à vous. Ce n'est pas une contradiction. Non, peut-être j'ai utilisé un autre langage que le chef n'avait pas utilisé. D'accord. Mais moi, je m'accroche à ce qu'il avait dit. Si vous voulez la paix doit être totale ou soit la guerre est totale. Alors, voilà. docteur Clément, vous suivez comment est-ce que M. Gustave est en train de tailler sur la table la confiance en soi, la confiance en la personne du président Félix. Ces conflits tribaux, les Hutus, les Banyamulenge, ils sont nombreux. Ces conflits tribaux. Comment on peut sortir de cela? Aussi longtemps que déjà, on ne sait pas qui est véritablement congolais. Pourquoi? Parce que là, la carte d'identité pose problème. Bon, je ne vais pas entrer dedans. Ces conflits tribaux. Ouais. Comment on va sortir de cela? Parce que s'il faut jeter comme bouc émissaire, écoutez, il y a des conflits tribaux qui existent, les Banyamulenge, les FDLR, ainsi de suite. Comment sortir de cela? Oui. Ces conflits-là, il faut savoir que dans la feuille de route qui vient d'être signée, on a demandé que tous les réfugiés rwandais puissent C'est ça. Comment ils seront identifiés, ces réfugiés? Oui, ces réfugiés sont bien localisés. Ils sont localisés. Il y aura une commission. La commission va travailler avec cette feuille de route pour identifier si... Il faut que Kagame accepte que tous ces réfugiés-là rentrent. Alors, ceux qui sont dans cette commission seront chargés aussi d'identifier tous ces réfugiés rwandais qui sont soit des rebelles, soit des Rwandais, autres, les Hutus, autres qui avaient fui tels que les Benyamulenge. Bon, les Benyamulenge se réclament être des Congolais. La nationalité leur avait été attribuée. Et puis, vous savez que dans le programme du chef de l'État, il y a la question de recensement de toute la population. Je pense qu'à partir de ces recensements-là, nous saurons qui recensement est avant, élection, après. Je ne vais pas entrer plus dans le débat sur les élections, oui. Recensement. Que ce soit avant élection ou après élection, nous savons qu'il y aura un recensement. Que ce soit avant ou après. Cela ne pose pas de problème. Ce n'est pas pour dire que si, peut-être tu veux me piéger, si je dis qu'avant les élections, donc ça va prendre du temps. Non. C'est question de la volonté. Quand on met la volonté dans une politique, les choses peuvent s'accélérer. Non, parler en tant qu'un parti au pouvoir, quand vous supposez, ça devient autre chose. Parler, je ne suppose pas. Je sais qu'il y aura un recensement. Il y a déjà une structure bien organisée qui doit procéder à cela. Si ça se fait avant les élections, c'est bon. Si ça se fait après, c'est bon. Mais notre souhait est que chaque Congolais soit identifié et qu'il obtienne sa carte d'identité. Alors, merci beaucoup. Monsieur Gustave, nous revenons toujours sur la feuille des routes. Alors, quand la commission mixte qui est déjà mise en place, mais qui va débuter avec un travail, l'influence de la RDC dans cette commission sera laquelle? Parce que c'est une commission mixte Congo-Rwanda, Rwanda-Congo. L'influence de la République démocratique du Congo dans cette commission sera laquelle? S'il faut proposer des pistes directement, parce que nous sommes en direct, on peut vous suivre et quelqu'un peut noter quelque part, voilà, ce qu'il a proposé, c'est vraiment très capital. Quelle est l'influence? Oui. Non, vous savez, le Congo aura au moins 65% de l'influence. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes lésés. C'est nous qui sommes victimes. C'est nous qui allons, je dirais, faciliter à la commission, surtout, d'avoir plusieurs éléments sur le plan des nationalités pour identifier qui est rwandais et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, je ne m'aimerais pas qu'on tombe dans la confusion parce qu'il y a une différence aujourd'hui, qu'on se le dise. Je sais que certains patriotes ne seront pas d'accord avec moi, oui. Mais là, je parle maintenant en tant que juriste ayant un regard dans la loi mère, la Constitution. Il y a une différence aujourd'hui entre les Hutus, entre les Tutsis. Donc, les Hutus rwandais, les Tutsis rwandais et les Banyamulenge qui se réclament aujourd'hui et qui sont aujourd'hui reconnus comme des Congolais. Et là, maintenant, jouera l'influence des Congolais pour avoir un œil, je dirais, clair. Un œil clairvoyant. C'est là les débats. C'est là la question. C'est là le débat. Il faudrait qu'à ce stade, les Congolais qui sont dans la commission soient très clairvoyants parce qu'il y aura risque que certains Hutus, que certains Tutsis,
se réclament d'être des Banyamulenge, partons de leur morphologie, hein, vous comprenez un peu, partons de leur morphologie. Alors, c'est ça, ça pose maintenant la question. Maintenant, là, il faudrait que le ministère de l'Intérieur aussi, au travers les territoriales, soit impliqué, chercher les annales ancestrales, chercher à impliquer le chef coutumier pour savoir qui était avant et qui est venu après. Un projet à long terme. Écoutez. Et là, j'aimerais aussi que le ministre des Affaires étrangères envoie aussi quelqu'un de ses membres là-bas pour définir aussi les problèmes de la nationalité. Il pouvait être rwandais, il pouvait être réfugié dans les années passées, il pouvait être membre de l'FDLR, mais aujourd'hui, il aurait peut-être acquis la nationalité congolaise. Quelle serait maintenant sa situation? Parce qu'on demande à tout, je dirais, des Rwandais. Je ne sais pas comment ça devient un commissaire. Voilà. Demander aux réfugiés. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est insinué quand on demande aux réfugiés de rentrer? Là, je m'aimerais même que l'ONU, en commençant par la MONUC et la MONUSCO, parce qu'il y avait la MONUC et la MONUSCO, ils connaissent très bien les Rwandais qui ont fui le Rwanda parce qu'il y avait, je dirais, il y avait la méchanceté du régime en place. Sur un logique, ces paisibles citoyens n'ont pas fui la famine, mais ils ont fui la méchanceté du régime en place. C'est là où je trouve, voilà, c'est là où je dis qu'il y a deux poids et deux mesures. Il y a à boire et à manger. La communauté internationale qui s'oppose au tribalisme, qui s'oppose à la xénophobie, vous comprenez? Mais la communauté internationale incapable de s'opposer à la kagaméphobie. Mais n'oubliez pas que non, quand le président Félix fut président de l'Union africaine, il aurait même donné sa demande au Conseil de sécurité des Nations Unies en demandant que l'Afrique participe. Mais pourquoi à tout moment il faut prendre des décisions à l'absence de l'Afrique? Est-ce qu'il faut couper court? Il faut revenir à la stratégie de Joseph Kabila, qui avait mis fin avec la communauté internationale. Il cherchait à aller jusqu'au bout. Mais vous continuez avec votre propre diplomatie, mais en même temps, on est en train de vous nuire. Non, écoutez, toujours la communauté internationale. La stratégie de Joseph Kabila avait sombré le pays dans un chaos diplomatique. Mais apparemment, il avait gagné Paris. Non, il n'avait pas gagné Paris parce qu'il est sorti perdant aujourd'hui. Il est sorti perdant. Et il y a même certains de leurs biens, là je parle des caciques du PPRD, qui sont gelés à l'étranger, vous comprenez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas chercher à s'opposer directement, je dirais, aux Occidentaux, mais on doit chercher à leur dire des vérités en face. Vous comprenez? Parce qu'il est question des intérêts. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts qui priment. Qu'est-ce que nous allons gagner derrière la France? Qu'est-ce que nous allons gagner derrière les États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que nous allons gagner derrière la Chine, derrière la Russie et consorts? Et au regard de cette situation, quels sont leurs apports? Tous ces pays-là que je citais, qu'est-ce qui nous amène comme apport pour qu'il y ait la vraie paix en République démocratique du Congo? Ne sont-ils pas derrière Paul Kagame? Ne sont-ils pas derrière le 1-23? Ce sont les questions que les Congolais se posent chaque jour, mais en même temps, vous dites aux Congolais, prenez un peu, mettez un peu d'eau dans le vin, la suite viendra. On risque de ne pas tomber dans des superstitions, dans des croyances, en disant que, voilà, la paix maintenant devient quelque chose de superstition. Bon, j'y reviens à vous. Docteur Clément, vous êtes tous deux membres de l'UDPS. Les Congolais qui vous suivent en ce moment, vous savez, pour les Congolais, ils n'ont plus besoin de tous ces discours. Dire qu'il faut jouer encore la diplomatie, dire qu'il faut encore négocier, il faut encore être derrière cette fameuse communauté internationale. Il faut rompre, ou il faut toujours supplier ou amadouer ce que vous connaissez comme vérité. Vous avez la parole. On ne peut pas rompre avec la communauté internationale. On peut que supplier, oui. C'est pas supplier. Oui. C'est que le devoir que nous avons, c'est de leur faire comprendre l'avantage de la paix
Et vous savez, si la République démocratique du Congo a la paix, c'est tous les pays, et même les pays occidentaux qui vont bénéficier. Le Congo est tellement riche. Mais ce que nous ne voulons pas, il ne faut pas que nos richesses soient volées aussi comme ça. Ce n'est pas bon. Le président Félix a l'habitude de leur demander toujours pourquoi vous ne voulez pas venir en bonne et due forme et puis faire de bons contrats et puis qu'il y ait les partenaires gagnants-gagnants. Hein, vous savez quand même ça, non? La politique du gagnant-gagnant. Pourquoi ces gens-là, ces multinationaux-là qui soutiennent les règles, ils ne veulent pas venir? Donc ce sont des hypocrites. Nous avons pris la voie diplomatique. C'est ça, vous connaissez qu'ils sont déjà hypocrites. Écoutez, ils font encore amadouer l'hypocrisie. Oui, c'est ça le problème. La quintessence de la question, c'est là. La diplomatie a son timing. Nous sommes sur la voie diplomatique. Nous sommes en train de partir. Oui. Dès que nous arrivons à un niveau où ça ne tiendra pas, il y aura des dispositions à prendre. Ne vous en faites pas. Il y a question de temps, il y a question de temporalité. Non, dans la diplomatie, on ne peut pas donner nous sommes à la veille des élections, oui. Nous courons vers les élections. Mais vous renvoyez la situation, vous renvoyez toujours cette même diplomatie à de multiples compréhensions. Et quand le peuple pourra vous taxer à la fin du mandat, du premier mandat du président de la République, le discours pourra changer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Donc, vous voulez qu'on puisse abandonner la communauté internationale et puis qu'on fasse nos histoires. Non, je pense que vous donnez au peuple congolais l'espoir. Ce n'est pas une bonne manière de diriger un pays. La bonne manière de diriger, c'est de faire comprendre soit ses ennemis, soit les collaborateurs ou soit les partenaires. Alors, si les partenaires ne vont pas comprendre, il faut lancer la guerre. Que pourra. La guerre. Il faut lancer la guerre, il faut faire quoi? Cette option n'est pas exclue. Vous avez suivi vous-même le langage du président de la République, qui avait dit que le fait que nous n'intervenons pas trop vite dans cette histoire, ce n'est pas pour dire que nous sommes faibles. Et vous avez vu même son visage, c'est quelqu'un qui était très fâché. Donc je pense que c'est ça la dernière option pour Kagame. S'il ne veut pas comprendre avec ceux qui le soutiennent, dès que cette commission ne saura pas faire son travail normalement, vous verrez ce qui doit arriver. Alors, le Rwanda ne traînera pas. On ne prendra même pas des minutes. Le Rwanda est petit, mais le Rwanda domine la République démocratique du Congo. Le Rwanda est petit. Ne domine pas. Il faut savoir que la RDC, les Congolais, forte en théorie, rhétorique, tout ça, mais sur le plan pratique. La nature du Congolais, c'est pas de tuer l'autre. Un Congolais ne peut pas tuer l'autre comme ça. Non, docteur Clément, il y a des questions d'État qui vous demandent de vous imposer. Question d'État, vous devez préparer vos différentes générations. Nous sommes en train de nous imposer. Kagame a signé des choses à Luanda. On a commencé par Nairobi. Est-ce qu'il faut d'abord respecter les textes de Nairobi pour aller d'abord au Rwanda? Bien sûr, c'est en cours. L'exécution est en cours. Alors, dès que ça ne tiendra pas, vous verrez ce qui doit arriver. Bon, Monsieur Gustave, vous suivez comment est-ce que Docteur Clément, il est dans l'espoir, il pense que cette diplomatie a encore une philosophie à donner au peuple congolais. Cette diplomatie a encore, ce que je peux dire, incarne encore jusque-là la vie du Congolais. Mais en même temps, la situation s'aggrave. Non, vous savez, je fais confiance à la diplomatie, surtout du chef de l'État, parce que ce que nous voyons faire Kagame aujourd'hui, à l'époque de Joseph Kabila, il ne le faisait pas. Aujourd'hui, il a été contraint de signer cessez-le-feu. Et cela a montré, je dirais, à la face du monde que Paul Kagame est derrière. Ça, c'est votre compréhension. Ce n'est pas notre compréhension. J'ai dit, ce n'est pas notre compréhension parce que si lui n'était pas partie prenante, pourquoi il signerait? Mais sur base des mésententes, pourquoi il signerait? Non, j'ai dit non. Pourquoi il signerait? Il a reconnu. Il a reconnu. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous n'avez pas volé quelque chose d'autrui, mais vous acceptez devant la justice de la restituer. De la restituer. C'est-à-dire, vous connaissez l'affaire. Voilà ce que moi je peux dire à cela. Et je demanderai juste à la population congolaise de faire confiance au chef de l'État. C'est lui qui nous gère.
c'est lui qui avait instauré l'état de siège. Il savait pourquoi il avait demandé que cela soit. Et aujourd'hui, l'état de siège nous a permis de connaître le vrai agresseur de la République démocratique du Congo, ainsi que leurs circuits et leurs complices. Aujourd'hui, nous les connaissons tous et ça nous permet maintenant d'avancer sur ce chemin parce que nous ne sommes pas seuls. Vous serez d'accord avec moi que les États-Unis d'Amérique, la France et d'autres pays avaient demandé à notre chef de l'État de privilégier la voie du dialogue. Je peux vous dire aujourd'hui, la Russie qui est en conflit, qui est en guerre froide avec les États-Unis d'Amérique, ne cesse jamais de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Elle siège, vous comprenez, devant la France et devant d'autres pays qui aujourd'hui semblent devenir ses ennemis, ses adversaires. Donc l'option diplomatique ne doit jamais être négligée. Mais je sais une chose que je dirais à la population parce que elle veut que nous puissions mettre fin avec ce qui se passe à l'Est. Je demanderai à notre population, la guerre se prépare. Et nous devons nous préparer en conséquence parce que nous sommes un pays sous embargo. Vous comprenez? Donc, on doit étudier aujourd'hui qu'avec les armes qu'a le 1-23, les armes qu'a le Rwanda aujourd'hui, là, c'est un secret d'ailleurs des polichinelles. Parce que nous n'achetons pas. Mais le Rwanda bénéficie des cadeaux, des armes de nouvelle génération, de grande portée. Nous pouvons avoir des armes qui se limitent à 1 km. Le Rwanda a des armes qui avancent même jusqu'à 3, 4, 5 km. Mais là, vous détaillez en même temps que sur le plan militaire, la RDC ne travaille pas dur. Et non, je ne dis pas que la RDC ne travaille pas dur. Nous avons des militaires très bien formés. Mais il se pose un problème d'armement. Vous comprenez? Il se pose un problème d'armement. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État avait insisté qu'il y ait la levée de cet embargo. Ça nous permettrait d'acheter les armes en désordre parce que nous en avons des possibilités. Il y a de l'argent. Le peuple congolais lui-même paie. C'est décidé de contribuer $1, nous avons 80 millions d'habitants. Ah, vous demandez au peuple congolais? Non, je n'ai pas dit que nous allons demander. Oui. J'ai dit le peuple congolais peut se décider lui-même. Parce que nous l'avons vu à maintes reprises, le peuple a décidé de contribuer pour l'affaire X ou Y. C'est comme ça que nous sommes des Congolais. Nous aimons tellement notre pays que nous sommes prêts même à nous sacrifier pour que le Congo reste toujours Congo. Donc, sur ce, moi j'aimerais vous dire qu'il y a lieu de faire confiance à la diplomatie. Et la diplomatie nous amène à contraindre à petits pas, à affaiblir à petits pas le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons fait voir à la face du monde que c'est le Rwanda qui est derrière le 1-23. Et pour se sauver, pour s'échapper, le Rwanda a dit, oui, j'appuie le 1-23 parce qu'il y a le FDLR. Au départ, il n'acceptait pas. C'est la carte qu'on a gagnée. Kagame a une fois accepté qu'il appuie le M23. Non, mais écoutez. Quand tu l'évoques, je dirais, quand tu le compares la situation du 1-23 au FDLR, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voulez que je mette fin avec le 1-23, mettez aussi fin avec le FDLR. Or, les Congolais n'ont jamais utilisé le FDLR. Docteur Clément, juste après la rencontre tripartite, dans la feuille des routes, il a été demandé les retraits immédiats des M23. Oui, les retraits immédiats ne pouvaient pas alors que la situation répondit autrement à la demande de la feuille de route. Les retraits immédiats ne pouvaient pas se faire comme ça. C'est suite à une... Retrait immédiat sans condition. Oui, c'est après la mise en place de la commission qui devrait être chargée de faire suivre la feuille de route. Ce n'est pas immédiat dans le langage, ça ne suffit pas. Comment cette affaire? On tue le Congo à l'est du pays, il faut attendre la commission mixte. Mais c'est comme à Luanda, on dit les retraits immédiats, sans condition. Il faut retirer les M23 du sol congolais. Immédiat avec la feuille de route que la commission va faire suivre. Ce n'est pas immédiat, on a prononcé les discours ou soit
des points de presse qui a été dit par les trois présidents, c'est-à-dire que ça devrait cesser. Non, c'est la commission qui doit faire suivre la situation pour qu'il y ait un cessez-le-feu total. Donc il faut se rassurer vraiment que les M23, c'est la commission qui doit faire ce travail-là. Et la commission est en train d'être mise en place avec les trois partis pour travailler là-dessus. Bon, pour travailler là-dessus, les peuples congolais, avec plusieurs caméras, le peuple congolais, devant un jugement des valeurs, il faut faire les choix en 2023. Vous, s'il arrivait que jusqu'en 2023, on n'arrive pas à trouver des solutions adéquates à la situation qui ne cesse d'évoluer à la vitesse des croisières, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez demander pardon au peuple congolais ou vous direz au peuple congolais, écoutez, les premiers mandats étaient difficiles à accorder. Vous faites allusion à quelle situation? Mais à l'est du pays. Non, je vous ai toujours dit que cette histoire de l'est du pays, il faut vous demander d'abord, ça émane de combien de temps? C'est à peu plus de 20 Docteur, quand on a le pouvoir à main, on a les bâtons de commandement. Nous sommes au pouvoir il y a à peu près au moins 3 ans. Ce n'est pas à 3 ans qu'on devrait nettoyer ces poches-là des rebelles qui sont là-bas. Et c'est en cours. Il faut espérer, même à la veille des élections, il faut espérer. Le travail qui est en train de se faire, c'est pourquoi? C'est pour nettoyer ces poches des rebelles. Alors, M. Gustave, à la veille des élections, en même temps devant les apories, les couacs, les difficultés, les discours qui sera reformulé, il y aura quand même la don du pardon. Parce que vous reconnaissez sur le plan des temporalités, l'IDPS n'a pas su accompagner les chefs de l'État comme il faut. Non, écoutez, ici, il n'est pas question, avec la guerre de l'Est, il n'est pas question d'impliquer l'UDPS. Oui. Mais nous avons aussi, au travers ces bases, ces différentes bases, l'UDPS a y accompagné aussi le chef de l'État. Mais en ce qui concerne la guerre de l'Est, moi, j'aimerais vous dire que nous n'aurons pas honte en 2023. C'est ça le problème, c'est ça. Pas honte en 2023. Où on parlera de la témérité. Aussi, oui. Nous n'allons pas aussi pécher en 2023 quand nous allons dire, permettez-moi la tautologie, à la population congolaise qu'on a fait un pas avec la guerre de l'Est. Je vous dis, lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, on avait plus de 150 groupes rebelles à l'Est et là-bas. Mais aujourd'hui, on en parle combien? C'est moins de 10. Et nous sommes restés qu'avec un seul groupe phare qui est le 123. Presque tous les groupes sont affaiblis. Et le chef de l'État est en train de faire un bon travail. Et s'il y a eu la recrudescence de 123, c'est parce qu'il y a l'appui manifesté du Rwanda. Et le Rwanda qui, à son tour, avait accusé l'Ouganda de pouvoir faciliter, je dirais, la pénétration du 123 vers Bunagana. Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, même certains de nos amis, même certains de nos alliés, même certains de ceux qui parlent avec le chef de l'État, je parle de pays voisins, sont à des fois hypocrites. Ils jouent à la souris. C'est-à-dire, vous les voyez comme ça, mais cependant, ce sont eux qui la nuit nous sommes en train de déstabiliser. Nous sommes en train de Dieu merci, parce que l'état de siège avec Félix Antoine Tshisekedi nous a permis quand même de fragiliser les différents mouvements rebelles. Vous n'avez pas vraiment commenté quand je parlais, permettez-moi, de l'UDPS. Vous savez qu'à la fin du mandat, Joseph Kabila a regretté qu'il n'était pas entouré de 15 Congolais dynamiques avec lesquels il pouvait travailler. Vous pensez, quand j'ai fait ma question, vous pensez que l'UDPS accompagne les chefs de l'État, tous ces conseillers, des ministres, ainsi de suite, vous pensez que l'UDPS travaille? Moi, j'aimerais répondre à la population qui nous suit, que l'UDPS ne possède même pas 30% des postes ministériels aujourd'hui. Ah bon? Allez-y, oui, allez-y même dans les entreprises publiques, vous allez voir que la plupart des gens sont les gens de l'Union Sacrée. Vous ne vous lamentez pas à ce niveau-là? Non, je ne me lamente pas, puisque vous m'avez posé la question de savoir quel est l'apport de l'UDPS parti au pouvoir aux côtés du chef de l'État. Vous avez évoqué les problèmes des conseillers, les problèmes des ministres. C'est pourquoi moi je vous ai posé la question.
Combien de têtes de l'UDPS qui entourent le chef de l'État, en commençant même par son cabinet. En tout cas, vous ouvrez une autre page. Je vous dis des choses vraies. Le chef de l'État, son premier discours après la prise du pouvoir, c'était à l'Est, et il a dit que je ne suis pas le président de l'UDPS, je ne suis pas le président de Kassin, je suis le président de tous les Congolais. Et il a préféré travailler avec tous les Congolais. Et là, moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y aura questions à poser, nous allons les poser tous à la fin. Est-ce que le chef de l'État, parmi tous les Congolais qui l'ont aidé au premier quinquennat, il y avait-il 15 Congolais de confiance? Ne parlons pas des couleurs politiques. 15 Congolais de confiance, parce qu'aujourd'hui, le bilan sera partagé avec tous nos amis qui sont dans l'Union sacrée. Moi qui suis de l'UDPS, j'ai combattu. Mais je vous dis, jusqu'à ce jour, je ne travaille pas. 3 ans, je ne travaille pas. Et vous allez me demander un compte à rendre. Vous le dites. Cependant, il y a ceux-là même qui nous ont combattu hier, qui ont massacré la population hier. Mais par les grands cœurs, l'esprit hospitalier du chef de l'État, il a accepté de réconcilier et de travailler avec tout le monde. Je mérite seulement que tous puissent avoir la conscience pure, la conscience patriotique et congolaise de dire que nous avons géré tous et nous avons intérêt de faire en sorte que le peuple se retrouve. Pour citer, parce que vous voulez déjà me ravir la parole, pour citer... Il y a une question, parce qu'on nous fait signe à la régie, qu'on peut encore avancer un tout petit peu. Merci beaucoup. Il y a une question, parce que vous parlez que l'UDPS n'est pas au travail. Qui bloque l'UDPS de ne pas beaucoup travailler? Non, qui bloque? De ne pas être dans les institutions. Écoutez, qui bloque? Moi, je pense que... je dirais, c'est la réalité parlementaire qui bloque. Parce qu'aujourd'hui, Maître Gustave, je vous dis, qui bloque? C'est la réalité. À la tête du parti, c'est Augustin Kabouya qui est là. À la tête du parti. Kabound, déguerpi du parti. Qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, les problèmes internes de l'UDPS en ce qui concerne les postes. Mais vous l'avez déclaré clairement ici. Je sais, laissez-moi évoluer. Je sais que le parti peut proposer, vous comprenez? Une contingence à ce niveau-là. Le parti peut proposer, mais le parti ne peut pas imposer au regard de la réalité parlementaire. Quand je dis la réalité parlementaire, c'est-à-dire... Nous n'avons pas eu la majorité parlementaire. Nous avons un premier ministre qui n'est pas de l'UDPS. Nous avons eu la première coalition, la deuxième coalition qui s'appelle aujourd'hui l'Union sacrée, où nous avons tout le monde. Et c'est lui qui a plus de députés. C'est lui qui a plus de sénateurs. Il se retrouve. Nous, l'UDPS, malheur à nous parce que nous n'avons pas assez de députés. Malheur à nous. Nous n'avons pas de mandataires. Les peu de ministres que nous avons aujourd'hui sont des... Laissez-moi les tacler. Bon, le peu des ministres que nous avons aujourd'hui, le peu des ministres que l'UDPS a aujourd'hui sont devenus égoïstes. Alors, malheur à l'UDPS. Docteur Clément, il y aura un pareil sujet comme ça, je pense, les jeudis. On va parler de la gestion de l'UDPS en ce moment, à la veille des élections. Vous faites une conclusion par rapport à cette feuille de route. S'il faut encore donner de l'espoir aux Congolais, donner l'air de l'espoir. Et puis, nous allons conclure l'émission. Ce que la population doit retenir, que ce qui a été fait au Congo-Brazzaville, au Kenya et à Rwanda, c'est la dernière carte qu'on a donnée à ces rebelles. Moi, je l'appelle souvent rebelle. À la limite rouge. La ligne rouge, je ne peux plus dépasser ça. C'est la ligne. Dès que Kagame ne va pas comprendre, parce que toutes les chances lui ont été données. S'il ne comprend pas, alors vous verrez ce qui doit arriver. On doit les problèmes, nous allons les chasser au pouvoir. Alors merci beaucoup, merci d'avoir répondu présent à cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, comprenez bien. Vous voulez acheter une parcelle, contactez l'entreprise Cité de l'Avenir. Voilà. Il y a une parcelle à 3 500 $. Il y a vraiment des renommées. Il y a les gens qui acclament parce que cette entreprise vous facilite non seulement l'achat des parcelles, la construction en même temps avec des ingénieurs de marque. Voilà. Il y a une parcelle à 3 500 $. Vous pouvez payer cette somme par tranche. C'est que vous avez une durée de 12 mois pour payer et terminer votre somme. Vous voulez qu'on puisse vous aider à construire. Il y a le temps. L'entreprise peut aussi vous accompagner. Il y a des parcelles de 3 500 $, la régie peut nous aider. Il y a des parcelles aussi de 9 000 $, la régie peut nous aider à ce niveau-là. Vous n'avez qu'à payer la petite somme